Bonjour à tous, bienvenue dans notre atelier de l'ambition pour nos réhabilitations. Alors, de quoi s'agit-il? La réhabilitation du bâti, un élément secondaire du PRU? Une vraie question. Au contraire, de la qualité des logements sociaux occupés dépend de l'attractivité de tout un quartier et le bien-être de ses habitants. Grâce à de nouvelles méthodes, stratégies et savoir-faire aujourd'hui éprouvés, nous allons découvrir ensemble comment la réussite d'un renouvellement urbain passe aussi par un programme de réhabilitation ambitieux. Les projets engagés dans le NPNRU ciblent des quartiers en situation de décrochage urbain où l'enjeu de qualité du patrimoine de logements sociaux est au cœur de la stratégie à conduire. Pour le patrimoine obsolète techniquement ou dont la configuration est trop handicapante, la démolition-reconstruction est le mode d'action privilégié. Mais pour le reste des logements sociaux d'un quartier, très majoritaire le plus souvent, la requalification du bâti doit permettre de donner une réelle attractivité à ce parc de logements occupés qui ne peut subir un effet de déclassement accentué par la dynamique de nouveaux logements en proximité. La stratégie de réhabilitation est à ce titre un élément clé. Il l'est d'autant plus qu'il concerne la population déjà présente sur le quartier, qui est destinataire final de l'action publique visant à l'amélioration des conditions de vie. Autrement dit, un projet de rénovation urbaine ne prenant pas en compte sérieusement les nécessités de requalification du patrimoine conservé n'a que peu de chances d'être couronné de succès et d'être légitime auprès des habitants. À travers l'apport d'experts et concepteurs et l'analyse d'opérations remarquables, l'atelier que nous présentons aujourd'hui vise à mettre à jour méthodes, stratégies, savoir-faire nécessaires pour concevoir des réhabilitations ambitieuses, durables et attractives pour ces locataires d'aujourd'hui et de demain. Alors, cet atelier a été préparé par Frédéric Léonard, chargé de mission territoriale à la direction opérationnelle de l'ANRU. Il est le modérateur de cet atelier. Vous pouvez intervenir et poser vos questions aux intervenants pendant toute la durée de notre atelier via le fil de discussion que vous trouverez à droite de votre écran. Alors, nous allons accueillir, et j'ai ce grand plaisir, deux intervenants, un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre. Il s'agira de Nicolas de Couvelard, directeur développement et patrimoine d'Archipel Habitat à Rennes, et Dominique Renaud, architecte urbaniste, directeur associé de RVA Paris. Alors, je vais d'abord donner la parole à Nicolas de Couvelard. Alors, Nicolas de Couvelard, je le disais, vous êtes directeur développement et patrimoine à Archipel Habitat à Rennes. Archipel Habitat, office public de l'habitat de Rennes Métropole. Vous êtes maître d'ouvrage avec la volonté de réinvestir sur la valeur patrimoniale. Vous allez nous parler de diagnostic patrimonial et de stratégie d'intervention diversifiée. Autrement dit, quelle stratégie de programmation de la réhabilitation en fonction du contexte du projet de renouvellement urbain et quelle prise en compte des besoins exprimés ou non par les habitants. C'est à vous, Monsieur de Couvelard. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Peut-être pour commencer, peut-être représenter le contexte dans lequel nous intervenons sur la métropole de Rennes, avec quelques éléments, puisque les choix patrimoniaux que nous faisons sont forcément liés aussi à notre environnement, qui est celui en l'occurrence d'une métropole en plein développement, et avec une tension importante sur le logement social, sur la demande, et également sur la production, qui fait que nécessairement on se pose la question encore plus qu'avant sans doute, de conserver le logement social existant. Et je vais préciser quelques chiffres pour situer le sujet. Entre 2015 et 2020, le nombre de demandeurs de logements sociaux sur la métropole a progressé de 15 000 à 21 000 demandeurs, donc ça fait une hausse considérable. Et on constate dans le même temps une baisse du taux de rotation dans nos logements. Donc voilà, phénomène qu'on connaît dans des métropoles équivalentes, mais qui est quand même un élément de contexte qu'il faut toujours avoir en tête quand on s'interroge sur le devenir de notre patrimoine social. Dans le même temps, sur ce territoire en tension, voilà, on a constaté aussi la difficulté à produire davantage de logements sociaux. On a déjà un PLH qui est ambitieux sur la métropole, mais malgré tout, les lieux de production se sont déplacés des zones d'aménagement vers le secteur diffus, et avec une inflation importante des coûts de foncier,
dans un contexte d'augmentation des coûts de production signifiant ou impliquant une difficulté à vraiment changer de braquet sur la production neuve, même si depuis 2020, on a maintenant un outil important avec le PLUI qui va nous permettre de réinvestir davantage le diffus. Pour rappeler aussi et expliquer pourquoi on tient tant, je dirais, à notre patrimoine social avec la collectivité, c'est rappeler aussi que sur la métropole de Rennes, historiquement, il y a toujours eu un fort investissement de la collectivité pour produire ce logement que nous apprêtons à réhabiliter. Et donc, c'est toujours la question des fonds publics investis dans le temps et finalement de notre d'un point de vue qui consiste à vouloir aussi respecter en quelque sorte cet investissement historique qui a été important et qui sur la métropole se traduit notamment par un mécanisme de subvention d'équilibre qui a permis aussi d'ajuster les moyens à la difficulté de produire, notamment quand on est sur des secteurs urbains. Donc en conclusion sur la métropole, le parc social est un parc de plus en plus précieux, de plus en plus nécessaire et forcément la question de la démolition, je dirais, elle intervient à la marge. Notez aussi que historiquement, la métropole est aussi est toujours intervenue aussi pour soutenir la réhabilitation et l'entretien du parc social. Donc ça, c'est des éléments de contexte pour expliquer pourquoi, a priori, on est déjà, nous, sur une situation où, de manière un peu naturelle, on prévoit et on anticipe la réhabilitation de notre patrimoine. Si on resserre un peu sur notre office Archipel Habitat, l'office métropolitain, on a, nous aussi, réaffirmé ce souhait d'intervenir fortement sur notre patrimoine depuis 2015 avec la validation d'un plan stratégique de patrimoine qui a fixé des enveloppes de travaux et en s'inscrivant dans une prospective, donc en déclinant aussi des moyens financiers correspondants pour qu'on puisse voilà, vraiment engager ces réhabilitations. Alors, on va parler aujourd'hui de réhabilitation ambitieuse, voilà, qui nécessite nécessairement de la mise en place de moyens financiers importants. Et on a réajusté en 2020 notre PSP pour tenir compte déjà de deux paramètres importants, l'impact de la RLS qui nous obligeait à lisser en fait les travaux, donc à allonger la durée de notre PSP, et puis aussi cette augmentation importante du coût des travaux sur cette période qu'il nous fallait aussi anticiper. Dans les éléments aussi importants pour Archipel et qui expliquent pourquoi on cherche à remettre aussi à niveau notre patrimoine, on expérimente, vous savez sans doute, le loyer unique sur la métropole de Rennes, en espérant qu'il puisse perdurer. Et ça signifie pour nous que le patrimoine que nous avons en QPV est au même loyer à la relocation que le patrimoine produit plus récemment dans Rennes ou dans sa périphérie. Donc nécessairement pour nous, il y a la nécessité aussi de mettre à niveau le parc existant à partir du moment où on le conserve pour produire, enfin, voilà, pour être au même niveau de qualité de service. Deux choses encore sur Archipel Habitat, c'est une volonté un engagement fort des équipes de proximité. Donc, on a vraiment un dispositif important de présence sur nos résidences, sur nos quartiers, voilà, avec une proximité internalisée et donc la recherche aussi d'une qualité de service au plus près de nos locataires. Dernier point aussi que je souhaitais relever, c'était une préoccupation historique à impliquer les locataires dans l'évolution de leur cadre de vie.
On a validé en début de cette année un projet stratégique d'entreprise qui a rappelé vraiment ce fondement de notre action, c'est de faire effectivement avec les habitants et de les interroger en amont, pendant les études, pendant le chantier, quitte à ajuster aussi nos projets, en tout cas vraiment à prendre en compte évidemment leurs attentes. Voilà pour Archipel Habitat. Alors, je pourrais préciser des éléments plus de taille, de patrimoine, etc., mais c'est peut-être pas forcément le sujet du jour. Et voilà, en illustration, et ça sans doute parlera à nos confrères bailleurs, voilà quelques patrimoines sur lesquels on s'est engagé au travers de notre PSP. Donc sur la réhabilitation, avec donc là on est hors quartier de politique de la ville, mais ça s'inscrit en fait dans une intervention globale. Donc c'est ce patrimoine des années 30, fin des années 50, début des années 60, qui ont fait l'objet de réhabilitation dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, et sur lequel on mobilise donc ces nouveaux moyens traduits donc dans notre PSP. Donc, voilà, j'ai une deuxième diapo qu'on peut montrer. Voilà, avec ce patrimoine important pour nous, avec souvent des ensembles d'assez grande taille. Voilà, mais c'est un peu l'histoire de notre office, de notre intervention aussi sur Rennes et sur sa métropole, et puis souvent aussi avec une qualité architecturale, on en reparlera, enfin voilà, qui j'espère transparaît au travers de ces illustrations. Absolument. Si on peut ensuite, du coup, faire ce focus, hein, qui était un peu l'objet de notre atelier, donc sur le quartier de Maurepas, Gros-Chêne. Donc pour nous, finalement, cette intervention sur ce quartier, c'est le condensé en quelque sorte de notre politique patrimoniale, et puis c'est s'accrocher ou accompagner ou profiter en quelque sorte de la dynamique du NPNRU et puis des moyens qui sont engagés pour la réhabilitation de ces quartiers. Donc là aussi, si on pose le contexte, hein, parce qu'on doit toujours le repréciser, le projet NPNRU, il est aussi, et nos projets de réhabilitation s'inscrivent vraiment dans une transformation forte du quartier, avec des choix politiques aussi importants, notamment en termes de desserte du quartier. Alors c'est un quartier qui est déjà dans la ville. C'est aussi un paramètre important à prendre en compte quand on réfléchit à la transformation de ces quartiers, mais qui va bénéficier de la desserte nouvelle de 2 stations de métro. Donc voilà, il y a eu, on va dire, un peu en préparation finalement de cette transformation, ce choix fort de la collectivité, avec un tracé qui dessine presque une forme de détour pour aller vraiment chercher ce quartier dans son centre. Et puis tout ça s'accompagnant bien entendu d'une intervention forte aussi sur les espaces publics, la production de nouveaux équipements publics. Voilà, donc évidemment sur le quartier du Gros-Chêne, nos réhabilitations, voilà, elles s'inscrivent dans ce contexte de transformation importante du quartier, qui vise aussi à apporter une diversité d'habitats et aussi une diversité d'habitants via la production d'une offre de logements neufs dans le quartier, alors plutôt sur la rive nord du quartier, mais évidemment cette production neuve, elle vient aussi interroger la qualité de notre parc. Donc on a un peu envie nous aussi de répondre et d'être aussi en proposition alternative à cette offre nouvelle qui se développe. Et puis donc pour indiquer que pour nous, Archipel Habitat, le sujet du NPNRU, c'est avant tout un sujet de réhabilitation de notre patrimoine. Voilà, je voulais mettre un peu en regard 1200 logements que nous réhabilitons vraiment fortement et quelques logements démolis, principalement d'ailleurs, enfin donc du patrimoine qui est davantage de problématiques techniques, et puis qui permettait aussi de libérer une emprise foncière pour l'association foncière logement. Donc voilà, pour indiquer que pour nous, le quartier de Maurepas, donc c'est une intervention dans un quartier en pleine transformation et vraiment un sujet de réhabilitation fort,
Et voilà, donc pour situer le sujet principalement, on en reparlera avec Dominique Renaud, une intervention de réhabilitation dans des tours principalement, et puis un gros bâtiment là qu'on appelle la banane, voilà, avec d'autres patrimoines qui représentent à peu près 1200 logements pour donner l'ordre de grandeur de cette intervention. On a un petit plan masse, mais finalement, la vision, on va dire, physique est plus intéressante sans doute. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà, pour nous, on a une première action qui paraît évidente sur cette réhabilitation, c'est de travailler à l'amélioration de l'habitat. C'est vrai que le sujet de l'amélioration, c'est un peu la base qu'on souhaite poser et qui est une réhabilitation qui va nécessairement s'accompagner d'une amélioration de l'habitat en s'appuyant, et ça c'est aussi notre chance, alors il peut être aussi, en tout cas sur ce patrimoine-là, elle est peu discutée, c'est de la qualité première de ces bâtiments, qui sont bien situés évidemment, qui sont bien organisés, bien distribués, et donc qui, on va dire, ont déjà toute une série de qualités qu'on a simplement à préserver ou à rendre plus évidentes. Nos interventions, on va dire donc un peu de base, elles se situent à différents niveaux. Un premier sujet qui est important, c'est la sécurité de nos logements et des parties communes. Donc, on a des interventions qu'on illustrera tout à l'heure sur les sujets de la sécurité incendie. On a aussi la question des contrôles d'accès. C'était des patrimoines qui, historiquement, n'avaient pas de contrôle d'accès. Aujourd'hui, on considère que, enfin voilà, indépendamment de l'environnement, c'est un service qu'on doit et qu'on peut offrir à nos habitants. Il y a évidemment un gros sujet acoustique. C'est sans doute à la fois la difficulté première, mais c'est la préoccupation qui nous est rappelée par les habitants, en tout cas, c'est vraiment celle par laquelle ils engagent souvent la discussion. Et c'est vrai que pour nous, c'est aussi à la fois techniquement, en termes de méthodologie, le sujet qui est le plus délicat à traiter. Mais on se dit aujourd'hui, si on n'intervient pas sur les sujets acoustiques, on passe à côté du sujet de la réhabilitation. Donc voilà, aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment l'amélioration de l'habitat, elle va passer par ce traitement acoustique. Et puis un point qui, on va dire, prend évidemment beaucoup d'ampleur, c'est la question de la performance environnementale de nos logements, avec toujours une préoccupation aussi de traduire cette amélioration de la performance par une maîtrise des charges. Et quelques exemples qui vont vraiment accompagner ces chantiers et ces études, c'est par exemple le raccordement au réseau de chaleur urbain là, qui a été développé par la collectivité, c'est regarder les sujets autour de la production d'énergie renouvelable, en l'occurrence le photovoltaïque, et puis c'est commencer à travailler sur l'amélioration du confort thermique d'été, mais je sais que Dominique Renaud y reviendra largement par la suite. Donc ça, c'est un peu le premier sujet, c'est un peu le socle sur lequel on cherche à travailler. Et ensuite, voilà, on a une deuxième étape qui est de se dire, voilà, ce patrimoine, comment je le projette dans un nouveau cycle d'habitat, de vie, tenant compte des attentes des habitants. Alors, différentes actions, et là aussi, je pense que Dominique Renaud y reviendra largement, c'est quel regard on peut porter sur, quel regard neuf on peut porter sur ces bâtiments qui sont là depuis longtemps, enfin, qui ont souvent vieilli aussi avec leurs habitants. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme nouvelle typologie de logement, comment on travaille aussi sur les parties communes. Donc il y a à la fois un travail évidemment d'architecture, il y a un travail sur l'organisation des logements, et notamment sur ce quartier où des typologies qui sont très répétitives, et donc on a souhaité regarder les possibilités de changer ces typologies, notamment pour accueillir des familles plus nombreuses. On a regardé aussi la possibilité de changer, de faire évoluer certains statuts des logements. Et puis, on souhaitait aussi produire et engager toute une réflexion sur les espaces communs des immeubles. On avait des espaces communs existants. On a cherché aussi à les transformer, parfois à
à les démultiplier, soit en rez-de-chaussée d'immeubles tournés vers le quartier, mais aussi à l'intérieur de la tour. Voilà, et j'ai quelques illustrations pour traduire très pratiquement et visuellement les propositions qu'on a faites. Voilà, on le voit sur cette illustration. Alors, c'est l'atelier Robin Guillès qui nous accompagne avec l'agence Bical également, donc architecte à Paris. Voilà, un premier travail là, qui saute aux yeux sur cette image, sur la lumière dans les logements. Et finalement, on s'est retrouvé aussi les qualités de lumière qui existaient au moment de la construction, mais qui avaient un petit peu disparu au moment des réhabilitations. Un travail sur le socle, où on épure aussi le bâtiment. Et puis aussi un travail de couronnement, où on a cherché à redonner voilà, des espaces avec des vues incroyables sur la ville aux habitants. Si on rentre un tout petit peu dans les parties communes, bon, voilà, à nouveau pour illustrer les possibilités offertes par ces réhabilitations à partir du moment où on engage ces moyens, on va dire, supplémentaires par rapport aux interventions classiques. Donc là, vous avez une traduction très efficace, je pense, du traitement des parties communes avec la recherche de lumière qu'on va chercher sur une extrémité du bâtiment, avec aussi la possibilité de recouper les circulations pour donner un peu plus à la fois d'intimité et puis traiter aussi la question sécurité incendie. Et effectivement, sur les prolongements extérieurs, voilà une proposition entre, donc vous avez avant-après, voilà, donc à la fois le dimensionnement des châssis, les qualités aussi d'espace, et sans forcément modifier la structure de la tour, essayer de gagner en qualité pour ces prolongements extérieurs. Quelques éléments de méthode pour nous, en tout cas, ça a été de mettre au point une organisation particulière, vraiment une organisation en mode projet, où on rapproche et on fait travailler ensemble des équipes de chaque direction, donc la direction de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi évidemment la direction de la proximité, c'est-à-dire l'agence de proximité, la gestion locative, parce qu'on le dira après, on a un sujet autour évidemment des relogements qu'on suscite quand on peut, évidemment, parce qu'à partir d'un certain niveau de réhabilitation, on doit forcément réfléchir à ces sujets de relogement, soit provisoire, soit définitif, et puis évidemment tous les sujets budgétaires avec les équipes qui tiennent les cordons de la bourse. Donc on est vraiment sous ce mode de travail en mode équipe projet, des instances dédiées sur ces gros projets, donc sous forme de copil, où à intervalles très réguliers, on fait le point sur l'avancement, on réoriente les projets, on arbitre aussi, parce qu'il y a toujours des sujets d'arbitrage qui permettent de tenir aussi la cadence de ces projets, puisque c'est aussi un engagement qu'on prend important, qu'on prend près de l'ANRU, de tenir les délais. Et puis, c'est nécessairement des projets qui sont ouverts sur l'extérieur. On a des échanges aussi très réguliers avec les porteurs de projets, bien sûr, du NPNRU locaux, avec l'aménageur de la ZAC, avec l'urbaniste, pour essayer vraiment d'être en face sur tous ces sujets. Quelques points d'attention pour, voilà, si on veut un peu engager l'échange, et puis qu'est-ce qui nous paraît important, c'est bien entendu la mise au point du programme, qui est un sujet complexe quand on engage ce niveau d'intervention. L'importance, je voulais insister sur l'importance des diagnostics qu'on porte aussi avec les habitants, avec aussi des bureaux d'études qui doivent être, on va dire, en appui non seulement sur les aspects réglementaires, mais aussi enfin, voilà, une compréhension de ce qu'est le bâti existant. L'implication des habitants, comme vous l'indiquez, hein, c'est un sujet qui part depuis la mise en place du programme, des études avec la maîtrise d'œuvre et bien entendu les phases chantier. Donc on est sur un travail vraiment permanent avec les habitants, souvent sous la forme d'ateliers thématiques. On essaie de travailler avec eux sur le logement, sur
les parties communes sur le rapport à l'espace public, et puis avec des supports de communication qu'on produit aussi très, très régulièrement, et aussi avec une capacité à expliquer aux habitants, parfois quand les projets sont aussi plus longs que prévu, où en fait il y a tout ce travail, ou quand on s'inscrit simplement dans la durée sans être en retard. Nous, on est parti, on en a encore jusqu'en 2026 là, pour lancer des ordres de service sur notre projet. Donc, il faut expliquer aussi et gérer cette attente. La question du relogement est évidemment, on va dire, cardinale hein, sur ces sujets. On est en échange aussi avec les locataires sur ces sujets. On doit aussi appréhender, on est parfois dans des situations où il y a une vraie demande de quitter le quartier. Donc nous, on doit aussi à la fois tenir compte de cette demande, mais en même temps, c'est ce que j'ai noté, et faire le pari avec les habitants et les convaincre que ce qu'on est en train de produire, mérite ou répond en tout cas à leurs demandes, parce que c'est vrai que c'est ce qu'attendent les habitants, c'est qu'ils nous font confiance quelque part pour ça, c'est qu'on soit en capacité vraiment d'améliorer leur cadre de vie. Et nous, évidemment, on y croit, donc on doit faire, on va dire, preuve de conviction sur ces sujets. Et puis, pour passer la main et peut-être assurer la transition avec Dominique Renaud, c'est vrai que quand on s'engage sur des réhabilitations de cette ampleur, pour nous, c'est évident qu'on doit être avec une maîtrise d'œuvre et des architectes en particulier qui soient vraiment qualifiés pour maîtriser ces sujets. Hein. Je veux dire, il y a une vraie difficulté, donc une nécessité d'expertise forte. Donc dans le choix, évidemment, quand on consulte des architectes hein, sur ces sujets, évidemment, on se tourne vers des équipes qui ont cette expérience et cette pratique. On a un gros travail donc, pour partager les diagnostics techniques, voire se faire réinterroger parfois par la maîtrise d'œuvre sur les programmes. S'assurer aussi que les architectes le font bien, et souvent ils ont dans leurs équipes hein, des personnes qui sont capables de tenir aussi le dialogue avec les habitants, à la fois pour évoquer les projets et puis aussi pour expliquer comment vont se passer les chantiers. Et puis le dernier point, voilà, c'est une forme de clin d'œil parce que c'est un sujet toujours permanent avec nos architectes, mais c'est vrai qu'on a besoin d'une discussion claire sur les budgets hein, qu'on fixe. On a des budgets qui sont importants, mais qui ne permettent pas de tout traiter. Dans le projet qu'on mène avec RVA, on a un budget de 65 000 € hors taxes de travaux par logement. C'est conséquent pour une réhabilitation, mais malgré tout, on ne peut pas tout faire avec ça. Mais donc on a vraiment besoin d'être dans un dialogue on va dire, sincère avec nos architectes et en tout cas, en l'occurrence avec RVA, ça se passe très bien sur ce sujet, où on a besoin d'être en phase vraiment sur les essentiels, de laisser aussi les équipes d'architectes nous faire des propositions auxquelles peut-être on n'avait pas songé, mais ils sont là pour ça. Et puis tout ça pour produire vraiment une réponse sur mesure. Aujourd'hui, aucune réhabilitation, autant on a produit un peu on va dire de façon industrielle, autant aujourd'hui, la réhabilitation est une réponse sur mesure. Bien, merci Nicolas de Covelard. Je vais tout de suite passer la parole à Dominique Renaud. Quelques questions tombent, donc on fera un point sur le questionnement de nos participants après l'intervention de vous, Monsieur Renaud. Alors, vous êtes architecte urbaniste, directeur associé de RVA. RVA comme Dominique Renaud, architecte urbaniste, et Frédéric Vigneault, paysagiste. Et vous êtes associé. Depuis près de 25 ans, RVA est dédié à la ville et au logement, neuf ou réhabilitation. Vous intervenez auprès d'une vingtaine de collectivités sur des projets de rénovation urbaine. Vous êtes maître d'œuvre et avec vous, l'expertise des possibles. Alors, quelle réponse de l'architecte urbaniste paysagiste à l'ambition du programme défini par le maître d'ouvrage?
quels enseignements et savoir-faire à partir de différentes expériences menées sur des patrimoines diversifiés. Vous nous proposez une analyse transversale des cycles de vie des patrimoines logements confrontés aux enjeux d'aujourd'hui, en particulier un éclairage sur la sobriété énergétique, l'adaptation au réchauffement climatique et le coût carbone des bâtiments. C'est à vous, Dominique. Merci Nadine. Vous nous avez présenté, oui, l'agence RVA, c'est 25 ans maintenant au service du logement, dans toutes ses formes. On travaille vraiment depuis l'ANRU numéro 1 et pour engager en tout cas cette réflexion, je vous propose 3 constats sur l'évolution du contexte des opérations de réhabilitation. Le premier constat, il est institutionnel. On a eu l'ANRU 1, il y a maintenant l'ANRU 2, il y a eu vraiment des évolutions de l'institution par rapport à l'approche sur la réhabilitation. Lors du démarrage de l'ANRU 1, on parlait beaucoup de démolition d'ailleurs pour refaire les quartiers. Et ensuite, on réhabilitait certes, mais l'enjeu était surtout de transformer en profondeur les quartiers, notamment par des opérations neuves. Ces opérations se terminent aujourd'hui. Il y a eu une deuxième phase, donc qui est l'ANRU 2, et on constate aujourd'hui qu'il y a eu une évolution, je pense, sur la question de la démolition pour plein de raisons. Hein. C'est complexe de démolir, bien entendu, notamment aussi par rapport aux familles qui y habitent. Les coûts aussi sont extrêmement importants. Et donc, on a aujourd'hui plutôt un renforcement des programmes de réhabilitation et surtout aussi une évolution sur les programmes et les budgets d'opération qui se sont étoffés, puisque dans l'opération, dans l'ANRU numéro 1, on avait souvent des opérations qui étaient autour de 25 000 euros, 30 000 euros. Aujourd'hui, on voit vraiment apparaître dans les appels d'offres, dans les programmes des maîtres d'ouvrage et qui sont portés par évidemment l'ANRU, des opérations qui tournent plutôt entre 30 000 et 60 000 euros. Nicolas en parlait tout à l'heure, effectivement, des opérations qui sont assez chères. Donc, on voit que l'attention portée à la réhabilitation et les modalités pour faire ces opérations, ces programmes, ont quand même évolué sur les 15 dernières années. Ensuite, il y a un contexte patrimonial. On a eu beaucoup, et vous le savez, de conflits qui sont nés de programmes qui avaient des qualités patrimoniales avérées et pour lesquels l'institution de l'architecture n'était pas consultée, ou très peu. Et ça a créé des fois des situations très difficiles. Aujourd'hui, la direction de l'architecture a réinvesti totalement ce champ de la réhabilitation, notamment des grands ensembles, encore les 30 Glorieuses, qu'on appelle les 30 Glorieuses, mais ça touche d'ailleurs aussi les patrimoines plus récents, puisque aujourd'hui, on réhabilite au-delà du patrimoine des 30 Glorieuses. Et donc, il faut travailler, il faut avoir une attention particulière sur la qualité patrimoniale. Alors, il y a le label ACR, qui veut dire acheteur contemporain remarquable, qui là labellise des opérations qui sont inscrites sur une liste par les services de l'État, mais il y a aussi des opérations, des bâtiments, des conceptions qui sont remarquables, même si elles ne ont pas ce label. Et on doit avoir, je crois, une approche, le bailleur, avant même l'architecte, je crois, doit avoir une approche, une lecture de la qualité patrimoniale et de la prendre en compte dans son approche programmatique. Donc ça, et c'est quelque chose qui se fait maintenant, qui évolue. Les bailleurs en prennent conscience, et c'est une bonne chose, évidemment, de prendre en compte, effectivement, ces décennies de construction et de faire attention, en tout cas, à la manière dont on va les faire évoluer. Le troisième contexte, je voulais parler, il y en a d'autres, bien entendu, mais c'est ceux qui m'apparaissent, moi, très importants. C'est le contexte climatique, je dirais presque bioclimatique, et le contexte environnemental. On a toujours, souvent, comme intitulé d'une opération de réhabilitation, opération de réhabilitation thermique. C'est évidemment le B.A.-ba, et c'est le programme de base maintenant, que de devoir effectivement réduire la facture énergétique, que ce soit pour l'État au niveau de la consommation d'énergie, ou que ce soit finalement pour les locataires, parce qu'en fin de compte, ça se traduit sur la facture, sur leurs échéances mensuelles, par effectivement des charges locatives qui peuvent être plus ou moins importantes. Donc, évidemment qu'il faut réduire ces consommations et donc améliorer thermiquement les logements. Mais ça, j'ai envie de dire, maintenant, on sait le faire depuis les années. L'ensemble des professionnels savent maintenant aborder cette question-là, techniquement, économiquement, et c'est, je crois, le programme de base. Mais ce que l'on voit apparaître depuis quelques années, certains d'ailleurs l'ont annoncé depuis quand même plus d'une décennie, c'est la question du réchauffement climatique, et c'est donc la question du confort d'été. Or là, on est sur une difficulté beaucoup plus importante, parce que autant on sait se protéger du froid, autant c'est compliqué que de se protéger du chaud. Or, on a des organismes, que ce soit le GIEC, que ce soit Météo France,
qui nous annonce très clairement des augmentations d'environ 5 degrés Celsius de plus à la fin du siècle. Or, quand on réhabilite les opérations, les maîtres d'ouvrage prennent des emprunts sur 30, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, on sait très bien que ce qu'on va construire maintenant, ce qu'on estime maintenant, ce qu'on va construire, enfin, ce qu'on va reconstruire maintenant, en fait, va être confronté demain à des émotions climatiques très fortes. On a aussi un événement qui s'est passé récemment, qui est la pandémie de la Covid-19, qui a obligé à un confinement. Et du coup, évidemment, dans des logements très chauds, surchauffés, on a entendu parler des difficultés qu'il peut y avoir au sein des foyers qui ont pu déboucher des fois sur des violences familiales. Donc, on voit bien que là, il y a aussi une condition à prendre en compte qui est comment, effectivement, dans les périodes estivales, quand on a des pics de chaleur, trouver des logements qui peuvent effectivement apporter toujours un confort au niveau des habitants. Et pour nous, à l'agence, c'est vraiment un point, un souci qui est devenu maintenant constant dans la liste des patrimoines. Le dernier contexte, j'ai dit le troisième contexte, pardonnez-moi, il y en a d'autres, mais ceux-ci m'apparaissent effectivement des éléments qui sont très importants. On a parlé de la bioclimatique, on a parlé de la qualité patrimoniale, il faut parler de la valorisation patrimoniale, c'est aussi important. Je parlais que les emprunts des bailleurs, on le voit, sont de plus en plus importants. Et donc, il faut qu'à l'issue d'une opération, la valorisation puisse se traduire pour le bailleur dans le futur sur, évidemment, un équilibre plus facile de la gestion de la maintenance de ces opérations. En clair, qu'il ait un produit logement qui soit adapté au marché local. Et c'est important aussi d'ailleurs pour pouvoir avoir une diversité sociale, parce que sinon, on ne retrouve que les locataires qui n'ont pas le choix, qu'on appelle un peu des fois assignés à résidence, si effectivement il n'y a pas d'attractivité sur ces résidences-là. Donc cet aspect de valorisation patrimoniale est quand même très important à prendre en compte dans les programmes. Et il faut parler quand même aussi des habitants, il y a quand même le confort d'usage du logement, donc tout ça est un peu transverse. Mais c'est vrai que certainement il faut, quand je parle de confort technique, confort d'été, pardonnez-moi, c'est bien de parler, de redonner des logements qui ont un vrai confort d'usage à l'intérieur des logements. Et puis, le dernier point qui est important, c'est vivre ensemble. Nicolas de Colver en a parlé tout à l'heure. Ça, je pense que c'est un enjeu social, parce que sociétal dans nos quartiers. Il faut trouver aussi, indépendamment du logement, des résidences qui, effectivement, fassent que les gens puissent se rencontrer, indépendamment de leur logement, c'est pas facile de rentrer dans un logement, mais puissent se rencontrer, puissent échanger, avoir des supports spatiaux qui soient capables à l'épanouissement de relations sociales. Et ça, c'est aussi un point qui m'apparaît très important. Donc ensuite, je vais traiter quelques exemples. Encore une fois, l'idée, c'est pas de présenter des projets, mais de traiter certaines thématiques à travers les projets que je vous présente. On est bien d'accord là-dessus. Sur la valeur patrimoniale, donc, c'est là des opérations qui sont exemplaires, qui ont d'ailleurs toutes, enfin celle que j'ai présentée, enfin celle-ci a un label, le label ACR, donc Architecte patrimoine remarquable. C'est un patrimoine de Paul Bossard qui a été construit dans les années 50. C'est un patrimoine unique, c'est quasiment la seule opération d'importance qu'il ait réalisée. C'est 600 logements à l'origine. Et donc, on a été là, il y a une posture à avoir sur la valeur patrimoniale. On a été là vers la restitution, c'est-à-dire effectivement de retourner au plus près de cette expression architecturale qu'on appelle du brutalisme, au sens que ce n'est pas une architecture qui est brute au sens social, mais c'est la qualité des matériaux qui, enfin, par leur expression brutaliste, qui effectivement donne cette qualité architecturale. D'aucuns pourront l'apprécier, d'aucuns pourront peut-être effectivement s'en soustraire, mais on n'est pas là pour comment dire, en tout cas, dire que c'est de la belle architecture, mais on est là pour dire que c'est une architecture remarquable. Et donc, l'enjeu dans cette réhabilitation, c'est effectivement de retourner au plus près, comment dire, de cette architecture originelle, tout en dotant, effectivement, ce patrimoine de toute la qualité, notamment énergétique aussi, et de la qualité d'usage au niveau des logements. On va passer, voilà. Donc, simplement cette image pour montrer, après travaux, ce que nous avons réalisé. Et on peut voir que les façades sont revenues quasiment à l'état d'origine. Je ne vous montre pas la diapositive qui a été qui a transformé totalement ce patrimoine. Là, c'est le résultat final après plus de 10 ans de travail sur cette résidence de 500 logements, ça fait 600 logements. Et on a pu décider, la maîtrise d'ouvrage, de manière commune, à réintroduire des menuiseries en bois, ce qui était, je parle de ça, c'est dans les années, il y a plus de 10 ans de ça, maintenant le bois devient presque une évidence, mais il y a encore 10 ans ou 15 ans, convaincre un maître d'ouvrage à mettre des maisons en bois, ce n'était pas encore gagné. Et c'était absolument nécessaire, puisque justement, le béton étant très, très brut quelque part,
et donc peu amène dans certains cas. Le bois était là pour réchauffer effectivement tout le côté très minéral du béton. Donc c'est cet alliage bois-béton qui pouvait bien fonctionner, et le maître d'ouvrage l'a compris, on a pu le faire. Et ensuite, on a travaillé avec un laboratoire, le LERM, qui est le laboratoire d'études et de recherche des matériaux, pour trouver les moyens de cure du béton pour que effectivement ce travail soit pérenne dans la qualité du béton à terme dans les décennies à venir. La deuxième exemple que je voudrais donner, c'est effectivement une autre approche patrimoniale où là, on ne peut pas aller vers la restitution de l'œuvre d'origine, mais donc on va vers la réinterprétation. Et le projet des Ruffins, que je vais vous montrer après, a été construit par Maurice Novarina, qui est aussi un architecte très connu de la reconstruction, qui avait une expression graphique des façades comme ça, très stricte, très rigoureuse, qui exprimait souvent les structures, les planchers, les refends, etc. Et quand on a travaillé sur, on peut passer à la diapositive peut-être d'ensuite, voilà, sur les Ruffins, vous pouvez voir que sur l'écriture des façades, on a recherché à exprimer ce travail consciencieux et rigoureux de l'architecte d'origine, comment dire, d'avoir toujours cette rigueur dans l'expression des éléments. Donc là, on n'est pas dans la restitution, on est plutôt dans la réinterprétation, ou dans certains cas, lorsque le patrimoine est d'intérêt, on essaie de travailler dans l'esprit du concepteur qui était là. Ça peut jouer, il faut toujours qu'il y ait un lien entre le concepteur d'origine et les architectes qui vont travailler par la suite, ce qu'on n'a pas toujours fait des opérations de réhabilitation. Donc, c'est des exemples pour montrer comment on peut avoir deux approches lorsqu'on a des patrimoines de qualité, soit aller vers la restitution, soit aller vers ce qu'on appelle la réinterprétation, et souvent, c'est les conditions de réalisation du programme qui vont nous dicter d'aller vers l'un ou vers l'autre. Dans certains cas, on ne peut pas le faire lorsqu'on est en milieu habité, par exemple, d'aller vers une restitution complète. Je vais passer à la diapositive suivante, où là, on va parler de valorisation patrimoniale. Donc là, on parle plutôt de la manière dont, alors évidemment, à chaque fois, il y a des services rendus aussi, à travers les différentes thématiques, mais dans ce que je vous montre là, c'est plutôt des exemples de ce qu'on appelle valorisation patrimoniale. Là, on était sur le patient du Chaperon Vert, qui est porté par le maître d'ouvrage Opali, à Arcueil. Et ce patrimoine, en fin de compte, qui était de qualité, était obsolète en termes de qualité de logement, avec des logements très petits. Et donc, on a amené, on va passer à la diapositive suivante, on a, en fin de compte, surépaissi le bâtiment totalement. C'est-à-dire qu'on a déshabillé entièrement une façade, et on a reconstruit une façade sur à peu près 2 mètres de profondeur pour redonner ceci en milieu habité, je dis bien ceci en milieu habité, pour pouvoir redonner une qualité au logement, ce qu'on va voir après, peut-être là, peut-être le voir sur la diapositive d'après, Nadine. Je vous en remercie, pour pouvoir agrandir l'ensemble des logements et leur redonner des cuisines qui soient des vraies cuisines, des séjours et des chambres, en tout cas une chambre principale qui soit aux normes d'aujourd'hui, et une vraie salle de bain, ce qui n'était pas le cas à l'origine du projet. Donc on voit que souvent, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans ces opérations des 30 Glorieuses, notamment dans celles qui sont dans les 2 premières décennies. On a souvent des petits logements, ce qui n'est plus le cas dans les opérations des années 70. Dans les années 50, 60, les logements étaient très petits, et très souvent, il y a presque une classe de logement de différence, c'est-à-dire qu'un T4 a une surface de T3 et un T3 a une surface de T2. Donc là, en fin de compte, on a pu rajouter 9 à 10 mètres carrés par logement, ce qui fait qu'on retrouve un T3 d'une surface de 60 mètres carrés et avec des conditions de vie, des conditions sanitaires qui étaient absolument importantes. Alors là, bien entendu, ces opérations qui se sont faites, quand je dis en milieu habité, c'est pas à chaque moment du coût de la construction. Par exemple, là, toute l'addition de l'épaisseur du bâtiment s'est faite avec les logements à l'intérieur, parce que la façade existante n'était pas encore démolie. Et alors, la façade existante qui était faite en fait de poteaux, poutres, en structure béton et ensuite de remplissage briques. Donc, lorsque, comment dire, la surlargeur et l'habitat existant ont été réunis, il suffisait simplement de retirer les remplissages en briques, ce qui était assez facile, même si c'est pas assez compliqué en milieu habité, bien entendu, mais on trouve les dispositions. Et simplement, dans certains cas, lorsqu'on faisait la salle de bain, on proposait pendant 1 jour ou 2 aux habitants d'aller dans un logement de courtoisie, ce qu'on appelle le logement de courtoisie, où là, effectivement, ils pouvaient, pendant ces travaux importants de changement de salle de bain, pouvoir se ressourcer dans un appartement, effectivement, qui leur était prêté pendant quelques jours. Donc, on voit bien aussi ce que ça induit, ce type de travaux, par rapport à ce que doit préparer le maître d'ouvrage en disponibilité de logement, pour pouvoir effectivement faire des travaux qui sont, de fait, lourds, parce qu'on est là. Mais pour le coup, là, le maître d'ouvrage repart avec un patrimoine où on a des logements
qui sont assez proches des typologies d'aujourd'hui en termes de surface et en termes de distribution et en termes d'équipement sanitaire, ce qui est extrêmement important. Prendre un autre exemple. Donc là, je reviens donc à Rennes avec, on a eu la chance de pouvoir gagner sur une des consultations, donc la réalisation de ces 2 tours. Donc il y a plusieurs thématiques qui ont été abordées dans ces 2 tours-là, mais ce dont je voulais parler là, en tout cas ce que je vous propose de parler, c'est la notion de vivre ensemble, puisque Nicolas n'a peut-être pas parlé tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas suivi, mais il y a un enjeu qui était important pour Archipel, qui était de pouvoir mixer des populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à du locatif, enfin confrontés à leur offre et du locatif social, très social, je crois. Et donc l'idée de faire une mixité sociale, ce n'est pas forcément que de construire des bâtiments à côté destinés à 2 programmes, mais c'est de mixer au sein d'un même bâtiment plusieurs catégories sociales, en tout cas plusieurs destinations. Et là, dans nos 2 bâtiments, une tour sera avec 30% de logements de locatifs, mais qui sera plus de locatifs libres, et l'autre tour recevra 30% d'accession sociale. Et donc la question, c'est comment aussi faire vivre demain des locataires en place, qui sont eux en locatif social, et des nouvelles populations qui ont d'autres statuts, notamment ceux de propriétaires. Et la question donc du vivre ensemble donc devient une question centrale, et on a réfléchi ensemble lors de la consultation et ensuite lors des premières esquisses à construire des espaces partagés pour qu'effectivement les gens puissent apprendre aussi à se connaître dans des lieux au sein même de leur résidence. Donc il y a quelques exemples de recherches qu'on a fait au cours des premières études. On va voir peut-être sur la diapositive suivante. Alors là, c'est le patrimoine. Alors, en même temps, c'est une qualité patrimoniale parce qu'on voit ces tours. Alors, elles peuvent paraître aussi très, très rigoureuses, mais elles sont d'une belle facture architecturale. Et le parti de RVA, c'était de ne pas altérer du tout, effectivement, ce patrimoine-là, de le conserver au maximum, mais de lui apporter des agréments, notamment en termes de climat, par l'interposition soit de brise-soleil, soit de loggias fermés, notamment pour les loggias qui sont à l'est ou celles qui sont dans des situations très pluvieuses et ventées. Donc ça, j'en parlerai pas trop dans cette thématique-là. On va passer à la diapositive suivante, où là, on voit que lors de la consultation, lorsqu'on a été consulté, et lors ensuite des premières études, on a réfléchi à transformer un séchoir en plusieurs types d'espaces. Ça peut être un petit espace d'accueil. Je crois qu'il est important de réfléchir aujourd'hui. Souvent, les logements, il n'y a pas beaucoup de logements qui restent petits. Il y a beaucoup maintenant de mobilité entre les gens, notamment des familles qui ont éclaté, mais les gens qui veulent revenir des fois voir leurs parents. Mais le logement est trop petit. Peut-être d'avoir, donc, sur une résidence de 100 logements, d'avoir une petite pièce d'accueil qui pourrait servir, lorsque les locataires le demandent, effectivement, à venir accueillir un membre de la famille. Donc, c'est une chose qu'on a évoquée. Les services buanderie aussi, ça, c'est des choses. On le sait que dans certains pays, la Suisse, l'Allemagne se font souvent d'avoir une buanderie commune. Bon, je sais qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour des questions aussi économiques et pour des questions aussi de relations sociales, ça va nous de réfléchir, d'avoir des services intégrés qui peuvent effectivement permettre un lieu d'échange et en même temps d'avoir une économie solidaire quelque part par là. Des lieux de rencontre aussi, donc qui peuvent servir à d'autres sujets, soit la relation sociale pure, mais ça peut être aussi faire le devoir ensemble par le biais d'associations et retrouver un lieu sur lequel on peut réunir 4-5 familles et qui puissent travailler sur un sujet commun. Et puis aussi la création de petits celliers à l'étage. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de bailleurs ferment les caves en sous-sol parce que c'est vraiment des vrais sujets de gestion, hein, les caves en sous-sol, c'est toujours très compliqué. Par contre, faire du cellier à l'étage, ça peut être intéressant. Il y a une proximité. L'étage est un peu sécurisé par les locataires qui habitent sur l'étage. D'ailleurs, même dans des programmes neufs aujourd'hui, on fait même des celliers qui sont à l'étage. Donc, c'est une solution qui est intéressante. Donc, on a fait ce panel de propositions. Il évoluera au fil évidemment, des mois d'études, puisque là, nous en sommes à la phase simplement APD de ce projet-là. Il y aura donc des choix finaux qui seront faits à la fin de la phase APD, mais c'est des choses qui sont étudiées actuellement. Le vivre ensemble, c'est évidemment aussi pour nous, et c'est très important, un hall d'accueil digne d'accueillir les gens. Je dis toujours, quand j'aborde une réhabilitation ou même une construction neuve, avant d'entrer dans le logement, on rentre dans un immeuble. Et il faut avoir envie d'entrer dans un immeuble. Il faut qu'un immeuble soit accueillant. Donc, on prend un grand soin, effectivement, à avoir des lieux où il n'y a pas une débauche d'espace, mais où, en tout cas, on va avoir les bonnes conditions
pour s'arrêter, prendre son courrier, échanger avec la loge, la personne qui est dans la loge, et croiser aussi peut-être 2-3 locataires pour discuter avec eux. Voilà, je pense que ça, il y a une question qui est très importante. Dans les années 70, il y a des très beaux bâtiments qui ont été faits avec des très belles entrées, et je crois qu'il faut qu'on garde cette impulsion d'avoir envie de pouvoir, d'être curieux presque de rentrer dans un immeuble, c'est extrêmement important. L'autre point, c'était aussi des tiers-lieux. Donc là, on a travaillé à des possibilités sur les terrasses qui sont en R+16 de pouvoir avoir des lieux partagés avec notamment une vue panoramique très importante sur le paysage et sur l'agglomération de Rennes. Donc c'est très intéressant. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir aussi si ce sera possible de pouvoir faire toutes ces choses-là. Pour revenir à et peut-être pour terminer là-dessus, là, il y a une erreur de diapositive, donc on va revenir à celle d'avant, pardonnez-moi. Dire que ce que disait Nicolas de Coulver, faut l'entendre aussi, parce que je ne peux pas le matérialiser par une image, c'est que on doit, comment dire, tenir compte de l'acoustique. Si on veut effectivement pouvoir accueillir des populations différentes, il faut vraiment qu'on gère l'acoustique entre logements de manière très rigoureuse, et c'est ce à quoi on s'emploie actuellement dans la notion d'APD. Je vais aller plus vite, parce que je vois que le temps passe. Donc là, il y a une diapositive qui ne fonctionne pas. On va passer à l'autre d'après, s'il vous plaît. Voilà, donc là, c'est sur un sujet qui est important, et on terminera peut-être ici. C'est sur les tournuages. Nous travaillons actuellement sur les tournuages. C'est un ensemble de 1600 logements faits par Émile Aillot à La Défense, à Nanterre. Et vous voyez ces formes de fenêtres qui sont très belles, et qui sont effectivement très particulières. Et quand on parlait de confort d'été, comment faire une occultation efficace, notamment par rapport à l'irradiation solaire à l'intérieur d'un logement, ça devient très compliqué, parce que vous voyez bien qu'on ne peut pas mettre de volets roulants sur une forme comme ceci, et qui plus est, sur des formes de bâtiments qui sont courbes, parce que les tours sont courbes. Donc on a dû faire appel là avec le DET, on va passer à la diapositive suivante. Voilà, on a dû faire appel à des techniques très particulières, de design paramétrique, qui nous ont permis de modéliser quelque part des ombrières externes qui vont réduire de 50% l'irradiation moyenne d'une fenêtre à un point particulier de la façade, de manière, comme quand on met une visière au bord de la plage, de pouvoir effectivement réduire fortement l'insolation qu'on peut avoir au sein du logement. C'est la solution qu'on a trouvée, une solution donc très contemporaine, très technique, mais qui est importante. Donc, je vais passer qui nous permettent effectivement de quelque part, par un set de visière ou d'ombrière, de réduire de manière très importante les apports solaires qu'on aura à l'intérieur du logement, et donc de parler du confort d'été dont j'en parlais à l'origine. Je vois qu'il est 5 ans, donc je vais plutôt passer la parole directement à notre modérateur, du médiateur, voilà, puisqu'il a aussi initié, on reviendra sur ces différents projets. Alors, merci Dominique. Effectivement, là, le temps nous est maintenant un peu compté. J'ai quelques questions de notre public. Alors, on parle beaucoup de financement. Alors, par exemple, quel financement avez-vous mobilisé pour cette réhabilitation ambitieuse? A-t-il été difficile de boucler le plan de financement? Alors, ça concerne, je pense, la première proposition que vous avez présentée, Dominique. Et puis, je pose en même temps, je vous donnerai la parole l'un et l'autre successivement. Une autre question. Qu'entendez-vous, Monsieur de Couvlar, concernant la maîtrise des charges? Quand vous parlez de maîtrise des charges, est-ce que c'est stabilisation ou diminution? Et puis enfin, une autre question. Quelle est l'incidence sur le relogement? Non, pouvez-vous préciser l'incidence sur le relogement nécessaire, le temps des travaux? Ça, c'est aussi pour Monsieur de Couvlar. Donc, peut-être, Dominique, répondez à la question de cette réhabilitation ambitieuse a-t-il été difficile de boucler le financement? Alors, moi, je ne suis pas maître d'ouvrage, donc je ne vais pas chercher l'argent. Ma mission, effectivement, est de rester dans le budget dans lequel les maîtres d'ouvrage, très légitimement, nous demandent de nous assigner à ces budgets. On a bien conscience de des coûts. Dans les différentes opérations que je vous ai montrées, on a des coûts de travaux, j'entends bien des coûts de travaux hors taxes qui sont au logement, qui aussi, on va dire, d'après selon ce que je vous ai montré, entre 30 000 et 65 000 euros du logement. Donc, on voit bien qu'on est sur des opérations qui sont, entre guillemets, quand même richement dotées. Bien que je constate que d'ailleurs aujourd'hui, on voit beaucoup apparaître d'appels d'offres
où on a des opérations à 40, 5 000, 50 000 euros de logement qui sont lancés par les maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire que donc, j'imagine qu'ils ont fait, eux, leur bouclage. Par contre, ce que je vais simplement dire, et ça c'est important à entendre pour, je pense, les maîtres d'ouvrage, il faut qu'ils aient une anticipation budgétaire. Parce que, au-delà d'un budget qu'ils construisent au moment d'une programmation, quand on va sur des projets complexes comme ceci, on découvre souvent des choses importantes en phase de diagnostic et d'investigation. Ce qu'ils n'ont pas pu forcément faire eux quand ils ont fait leurs travaux, leur mise en leur programmation. Il est normal que plus on va aller investir un bâtiment, plus on risque d'avoir des découvertes quand on va sur des opérations complexes. Donc je pense qu'il y a presque une notion de réserve, d'aléa à avoir dans un montage de programmation, mais c'est une manière de leur passer la parole à M. de Coulvert, parce qu'entre le budget qu'ils peuvent construire par le biais d'une AMO, ensuite ce que nous on constate en tant que maître d'œuvre lorsqu'on fait les investigations et les diagnostics, il y a des fois des décalages, et il y a des rajustements à faire. Donc soit c'est le programme qui diminue, soit c'est l'investissement qui grossit. Ça, je pense que c'est le problème de Coulvert. Alors Nicolas de Coulvert, effectivement, vous avez 2 minutes hélas pour répondre à cette question cruciale de la maîtrise des charges. Alors oui, enfin je reviens juste sur le sujet du financement parce que c'est quand même important sur ces. Alors c'est le travail qui a été fait en amont au moment de l'établissement aussi de la maquette en rue, où évidemment tous les financeurs, enfin et les cofinanceurs sont mobilisés et s'engagent. En fait, nous on a évidemment la participation de l'ANRU, on a bien entendu les subventions aussi de la région et du conseil départemental, mais on a principalement l'appui de la métropole. Évidemment des emprunts et puis pour terminer des fonds propres de l'office. Donc on arrive, enfin je veux dire c'est chacun un effort, je veux dire qui est heureusement partagé à partir du moment où collectivement on suit cet objectif de réhabilitation ambitieuse. Sur le sujet des charges, alors nous on essaye surtout de limiter peut-être la hausse à défaut de garantir que les charges n'augmenteront pas. On sait que le coût de l'énergie va sans doute continuer à augmenter dans les années qui viennent, donc c'est malgré tout travailler sur la performance déjà moins consommée d'énergie, y compris sur la production d'eau chaude sanitaire. Donc c'est pour ça que nous on a fait le choix de raccorder tout ce quartier au réseau de chaleur urbain qui quelque part nous assure une forme de stabilité dans le temps des coûts de l'énergie. Et puis le troisième point qui est très important, le sujet du relogement. Alors il n'y a pas de règle, mais plus quelque part, plus le montant de travaux et plus la réhabilitation est importante, plus les temps de relogement sont longs. Pour vous donner un ordre de grandeur sur le projet qu'on mène avec RVA et avec les autres équipes de maîtrise d'œuvre, on a à peu près un tiers des relogements qui seront des relogements définitifs, où des gens souhaitent quitter le quartier, et nous, c'est sur ces logements qu'on travaillera à retransformer, à changer les typologies, à changer les statuts de ces logements. Et puis on a les 2 autres tiers des logements qui vont, à un moment ou à un autre, devoir quitter, pardon, les 2 tiers des habitants qui vont devoir être relogés de manière provisoire. Donc ça aussi, c'est un gros travail avec les équipes de maîtrise d'œuvre pour anticiper ces sujets et aller au-devant des habitants pour leur réexpliquer le plus précisément possible ces contraintes, parce qu'elles sont évidemment très fortes. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour la pertinence de vos interventions, particulièrement passionnantes. Je vais maintenant céder la parole à Frédéric Léonard pour quelques éléments de conclusion, et puis on va se quitter. Frédéric ? Oui, merci. Je voulais remercier d'abord Nadine et les 2 intervenants pour la qualité de cet atelier. L'idée, c'est en fait, je crois que c'est pas un atelier manifeste, mais c'est de dire qu'on passe d'une vision des grands ensembles qui était une vision homogène, uniforme, qui est réelle sur les statuts du logement et sur la gestion, sur les procédures qu'on présidé à leur installation, à une vision en fait beaucoup plus différenciée, de patrimoine très variable. Sans doute que ceux des années 50, les premiers, les logements millions, les PCR, etc., il y en a qui fallait de toute façon effacer parce qu'elles avaient des qualités patrimoniales trop faibles, mais toute la génération des années 60-70, il y a beaucoup de patrimoines qui sont aujourd'hui un patrimoine à réinvestir et qu'on est passé avec l'ANRU, comme on l'a dit, d'une stratégie d'effacement progressif, non dite, on va dire, qui était le point de départ, qu'il fallait faire du mouvement dans ces quartiers, à une stratégie
réintervention différenciée, stratégique. Donc ça, c'est le projet urbain, c'est l'intervention des porteurs de projets. Mais du côté des bailleurs, je crois que le mot d'ordre que je retiens de cet atelier, c'est le sur-mesure, c'est le fait de situer chaque bâtiment dans la ville, l'installer chaque résidence dans le quartier et travailler sur les qualités du patrimoine, les réinterroger, les regarder et maîtriser vraiment ce réinvestissement qui est un processus sans doute plus complexe que démolir et de construire et qui est sans doute plus riche. Et je crois que c'est aussi une sobriété à la fois par rapport au réchauffement climatique et c'est aussi prendre en compte les habitants. Donc je crois qu'il y a toutes les qualités à ce niveau d'intervention mixte de la rénovation urbaine. Merci Frédéric, merci à tous. Et maintenant, il nous reste à continuer à échanger sur la plateforme de l'espace de rencontre climatique vous attend. Voilà, merci.